Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de deux nouvelles. La première s'intitule Dagon et elle a été publiée en 1919. La seconde s'intitule Le cauchemar d'Innsmouth, que l'on trouve parfois sous le nom de L'ombre sur Innsmouth. Cette nouvelle a été publiée en 1936. Les deux nouvelles sont d'Howard Phillips Lovecraft. Un homme veut nous faire une confession. Il possède un mauvais état de santé mentale, il n'a plus d'argent et il n'aura bientôt plus de morphine. Il dit que demain il ne sera plus en vie car il a pour objectif de se défenestrer. Dans le Pacifique, durant la Grande Guerre, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, le narrateur était sur un cargo. Ce bateau a été attaqué par un torpilleur allemand. Le narrateur est fait prisonnier avec les autres passagers du bateau. Il s'enfuit seul dans un canot. Il ne sait pas où il est exactement car il n'est pas marin, il est notaire. Il espère arriver sur une côte où il espère la rencontre avec un bateau, mais il ne voit ni l'un ni l'autre. Il s'endort et il se réveille entouré d'une étendue de boue noire. Cet endroit possède quelque chose de sinistre, ce lieu lui fait peur. Des poissons sur le sol sont en train de se décomposer et une odeur de pourri se dégage des carcasses. La boue sèche. Le narrateur sort de son canot dans le but de retrouver l'océan. Il se dirige vers un mont. Il marche plusieurs jours. Il fait des cauchemars comme chaque nuit depuis qu'il est dans cet endroit. Plus il avance, plus il ressent un certain malaise. Il descend un précipice, puis il monte une côte. Sur la pente, il trouve un bloc de pierre, un monolithe. Le narrateur sait qu'il n'a pas été fait par la nature, mais par des êtres doués d'une intelligence. Quand il s'approche, il se rend compte qu'il y a des inscriptions. Il y a des hiéroglyphes qui représentent divers poissons. Des êtres sont sculptés sur la pierre. Ils ont des attitudes bizarres, ils ressemblent à des hommes, mais ils ont des lèvres pendantes et larges, des yeux vitreux et protubérants. Ils paraissent énormes, presque aussi grands qu'une baleine. Il lui semble que ces représentations ont dû être faites par des êtres qui vivaient avant le premier homme sur la terre. Le narrateur voit la chose, elle est immense. Elle va vers le monolithe et elle le prend dans ses bras. Le narrateur devient fou. La suite de l'histoire reste floue pour lui. Il se souvient tout de même être revenu vers le canot. Il a été recueilli par un navire américain qui l'a récupéré sur le canot. Il a été ensuite emmené à l'hôpital de San Francisco où il semblait avoir le délire. Il questionne un ethnologue qui ne le prend pas au sérieux. La morphine est un moyen de s'échapper de ses souvenirs, mais elle le rend esclave de cette drogue et maintenant qu'il n'en a plus, il n'a plus d'échappatoire. Il se demande s'il n'a pas divagué, cependant l'image du monstre lui revient. Il craint le jour où ces monstres viendront sur la terre et anéantiront les hommes. Il pense entendre un bruit. Un corps serait en train de glisser sur le sol. Il veut se suicider pour échapper à la créature. Cette courte nouvelle se déroule en 3 temps. Dans un premier temps, le narrateur nous explique la situation actuelle ainsi que son but, le suicide, qui va se dérouler dans peu de temps puisqu'il le programme pour cette nuit. Dans un second temps, il nous narre son histoire sur cette espèce d'île. Dans un troisième temps, il nous fait le constat. Son seul moyen d'échapper à ces images de monstres qui le terrifient est de prendre de la morphine. Or, il n'a plus les moyens financiers de s'en procurer. La voie est sans issue pour le narrateur. Par ailleurs, peu de temps après avoir fini sa confession, il entend le monstre se glisser sur le sol chez lui. L'entend-il vraiment ou est-ce une hallucination? On ne le sait pas. Il emploie seulement les mots cette main. La main qu'il vient de voir ne doit pas être une main d'homme, sinon il ne songerait pas à trouver un moyen de se suicider rapidement. Il s'agit peut-être d'une main ressemblant à une nageoire. Le narrateur n'a vu qu'une seule créature. Pourtant, le monolithe en représente plusieurs. On peut donc se douter de l'existence non pas d'une seule créature, mais de plusieurs. De quoi ces créatures se nourrissent-elles? Mangent-elles des hommes? Mangent-elles uniquement des poissons dont le narrateur a retrouvé les carcasses? On peut se demander qui a fait les hiéroglyphes.
Est-ce les créatures mi-homme, mi-poisson, ou est-ce quelqu'un d'autre? Si ce n'est pas les monstres eux-mêmes, quel est l'intérêt de représenter des créatures monstrueuses dont la vue seule provoque la folie? D'ailleurs, le narrateur n'aurait-il pas tout simplement divagué à cause de la chaleur, de la faim, de la peur de ne pas trouver d'aide après s'être enfui du bateau? Suite à sa fuite dans un canot, n'a-t-il pas tout simplement cauchemardé avant d'être récupéré par le navire américain? Une autre question se pose. Les créatures représentées sur le monolithe sont-elles en tout point identiques à la créature qu'a vue le narrateur? Durant l'hiver 1927-1928, une enquête a été ouverte au port de pêche d'Innsmouth, dans le Massachusetts. Des maisons ont été détruites et des habitants ont été enlevés et mis on ne sait où. Un homme qui dit s'être sauvé d'Innsmouth le 16 juillet 1927 veut nous dévoiler le secret de cet endroit. À 21 ans, le jeune homme visite en tant que touriste la Nouvelle-Angleterre. Il veut rejoindre la ville d'Arkham, d'où la famille de sa mère est originaire, grâce à un train. Mais au guichet de Newburyport, il se rend compte que le billet est trop cher pour lui. L'employé de gare lui dit qu'il existe un bus conduit par Joe Sargent qui se rend dans la ville souhaitée. Le bémol est que ce bus passe par Innsmouth, une ville que les habitants de Newburyport n'aiment pas. Seuls les gens d'Innsmouth prennent ce bus. L'employé de gare lui parle de la ville d'Innsmouth. C'est un village de tout au plus 400 habitants. La ville est quasi morte et on se demande comment les habitants s'y prennent pour y vivoter. Les deux seuls centres d'impulsion sont la pêche et la fonderie d'or tenue par le vieux Marsh, dont on dit que le grand-père, le capitaine Marsh, a pactisé avec le diable. Des tas de gens racontent des histoires sur cette ville. Non loin d'Innsmouth se trouve le récif du diable où des créatures étranges ont été vues. La version qui existe envers les gens d'Innsmouth attire le narrateur qui veut faire une halte dans cette ville avant de rejoindre Arkham. La version des gens étrangers d'Innsmouth envers les habitants d'Innsmouth serait en partie expliquée par le physique de ces personnes. Le guichetier donne au jeune homme une description. Il dit: il y en a qui ont la tête drôlement droite, le nez plat, des yeux saillants et fixes qu'ont l'air de jamais se fermer, et leur peau n'est pas normale. Elle est rêche et couverte de croûte, toute ridée et plissée sur les côtés du cou. Ils deviennent chauves très jeunes aussi, et les vieux, ils ont l'air pire. Je vous avoue que je crois pas en avoir jamais vu des vraiment vieux. L'employé indique qu'il existe un motel à Innsmouth qui s'appelle la maison Gilman, mais il lui déconseille fortement d'y aller. Il connaît un homme qui s'appelle Casey qui y a passé une nuit. Cet homme a trouvé les habitants bizarres. Il a entendu des bruits dans l'hôtel si bien qu'il n'a pas osé dormir de la nuit et qu'il est parti au petit matin. Il existe plusieurs autres faits étranges. Il y a la raffinerie des Marches qui produit beaucoup d'or alors qu'ils en achètent peu. Il existe une masse importante de bijoux qui proviennent d'on ne sait où et dont le stock se renouvelle constamment. Il y a des hommes venus d'ailleurs qui disparaissent dans cette ville. On raconte qu'un homme est devenu fou après y être allé. Avant le départ du bus, le narrateur demande des informations sur cette ville aux habitants de Newburyport qui paraissent peu enclins à lui parler. Une femme lui permet de regarder un bijou provenant d'Innsmouth. Le narrateur va le voir. Il s'agit d'une espèce de tiare, faite avec un métal inconnu. Le bijou comporte des dessins de créatures mi-poissons, mi-batraciens. La femme lui dit que dans cette ville, les habitants s'adonnent à une nouvelle religion qui s'appelle l'ordre ésotérique de Dagon. Le lendemain, le narrateur attend le bus qui finit par arriver. Il regarde le conducteur, Joe Sargent, et il nous dit de lui que il pouvait avoir 35 ans, mais les rides bizarres qui creusaient profondément les côtés de son cou le faisaient paraître plus vieux quand on n'observait pas son visage morne et sans expression. Il avait une tête étroite, des yeux bleus globuleux qui semblaient ne jamais cligner, le nez plat, le front et le menton fuyants, et des oreilles singulièrement sous-développées. Sa lèvre supérieure était longue et épaisse, et ses joues grisâtres aux pores dilatés paraissaient presque imberbes, à part des poils jaunes clairsemés qui frisaient en maigres touffes inégales.
Par endroits, la peau était irrégulière, comme pelée par une affection cutanée. Ses deux grandes mains aux veines apparentes étaient d'une teinte gris-bleu tout à fait extraordinaire. Les doigts, remarquablement courts en proportion, avaient tendance à se replier dans l'énorme paume. Quand il revint vers le bus, je remarquai sa démarche traînante et ses pieds démesurés. Malgré son ressentiment envers le conducteur, le narrateur monte dans le bus. Il est le seul passager. Le narrateur arrive à Innsmouth. Les bâtiments sont lugubres et les gens lui provoquent un sentiment de dégoût. Il pose ses bagages à l'hôtel. Le maître d'hôtel n'a pas de malformation. Le narrateur va ensuite dans un magasin. Le garçon d'épicerie lui dit qu'il ne provient pas de cette ville. Il fait une carte pour le narrateur et il lui donne des informations sur cette ville. Il lui dit qu'un homme, Zadok Allen, pourrait lui donner davantage d'informations. Le narrateur se promène dans Innsmouth, qui est un village quasiment abandonné et où la plupart des maisons sont à l'abandon. Il finit par tomber sur Zadok Allen, le nonagénaire alcoolique et à moitié fou. Il n'ose l'aborder de peur que les autochtones se mettent entre eux. Le narrateur va chercher une bouteille d'alcool dans le but d'attirer cet homme et cela fonctionne. Selon Zadok, le début de leur histoire se situe sur le récif du diable et le capitaine Obed en est la cause. Le capitaine Obed a voyagé dans de nombreux pays et il a pu observer diverses religions. Il a préconisé aux habitants de se détourner du christianisme et de se tourner vers une religion païenne comme il en a vu aux Indes qui exercent vraiment les vœux des pratiquants. Matt Elliott a parlé aux habitants d'une île où les habitants adorent des dieux mi-poissons, mi-grenouilles et qui en échange reçoivent beaucoup de poissons et des bijoux. Obed a su tirer les secrets des pratiques des Kanaks. Ce peuple sacrifiait des jeunes gens pour les dieux habitant sous la mer et en échange ils obtenaient certaines faveurs. Au début les monstres étaient sur une autre île, non loin de l'île des Kanaks. Les Kanaks leur apportaient des victimes et ils repartaient avec l'or. Puis les monstres sont venus sur leur île. Les choses n'ont pas peur des hommes car elles savent qu'elles peuvent écraser l'humanité quand elles le veulent. Les choses ont voulu s'accoupler avec les hommes et elles l'ont fait. Cela a donné naissance à des créatures qui d'abord ressemblent à des hommes, puis de plus en plus à des poissons. Une fois la transformation finie, ces êtres transformés vont dans l'eau et ne meurent jamais. Obed a appris les rites ainsi que la manière de faire venir ces créatures qui étaient partout dans le monde. Quand Obed est revenu sur l'île, les Kanaks n'étaient plus là, sûrement massacrés par les habitants des autres îles qui ont découvert la vérité. L'économie allait mal à Innsmouth. Le capitaine a proposé aux gens de suivre la méthode des Kanaks. Beaucoup ont accepté. Matt, qui en savait les dangers, a averti les villageois, mais il s'est fait chasser de la ville. Le capitaine a mis en place ses idées. Il a fait des sacrifices humains sur le récif du diable. Zadok Allen, enfant, a vu la scène grâce à une longue vue. À Innsmouth, des jeunes gens ont commencé à disparaître. La finerie d'Obed s'est mise à bien marcher et ses trois filles avaient les bijoux. La pêche est devenue aisée car le poisson semblait se concentrer à Innsmouth et fuir les ports de pêche aux alentours. En 46, il y a eu trop de méfiance envers Obed. Il a été suivi sur le récif du diable où il s'apprêtait à faire des sacrifices. Obed et plusieurs de ses compagnons ont été arrêtés. 2 semaines plus tard, les choses dans l'eau, qui n'ont pas reçu de sacrifice humain, sont venues dans la ville et ont tué la moitié des habitants d'Innsmouth. Les seuls rescapés étaient ceux qui étaient avec Obed ou ceux qui se sont tenus à carreau. Pour expliquer cette importante disparition de personnes, une rumeur de grippe a été lancée. Les monstres ont voulu mêler leur sang au sang des habitants d'Innsmouth. Les habitants savent ce qui les attend. S'ils désobéissent, ils mourront. Par contre, s'ils obéissent, ils seront récompensés. Les habitants de la ville n'ont pas les moyens de les repousser. Ils ne possèdent pas les amulettes des anciens. Le narrateur ne pense pas que Zadok Allen dit vrai. Il pense qu'il divague à cause des effets de l'alcool ou qu'il invente des histoires. Le capitaine Obed a été marié à une de ces créatures. On ne sait pas si c'était son choix ou s'il a été forcé. Il a eu 3 enfants dont une seule a survécu et a été éduquée en Europe. Son petit-fils
Barnabas marche à une mère qui est une créature. Le petit-fils a déjà changé physiquement et il va bientôt aller à l'eau. Zadok Allen dit que le pire est à venir. Les créatures viennent de plus en plus en ville habiter les maisons et il craint peut-être une invasion. Zadok sait que les monstres les ont entendus et il dit au narrateur de s'en aller. À 8 heures du soir, le narrateur pense partir avec son bus, mais le chauffeur dit qu'il ne peut pas repartir à cause d'un problème de moteur. Il est obligé de dormir à l'hôtel où on lui vend une chambre. Le narrateur n'est pas rassuré, il entend des craquements et des bruits de pas. Quelqu'un essaie de rentrer dans sa chambre, mais le narrateur en a verrouillé toutes les entrées. Le narrateur ne se sent pas en sécurité et il doit décamper tout de suite. Il arrive à rejoindre la bonne chambre et à sauter sur le toit jouxtant l'hôtel. Il s'enfuit par les rues où les choses ou les personnes le pourchassent. Il se rend compte que l'eau entre le récif et le rivage est peuplée de ces choses qui sont en train de nager. Il pense que ses poursuivants ont bloqué toutes les routes. Afin de s'échapper de la ville, il veut aller à la gare désaffectée afin d'en suivre les rails. Il se cache dans une tranchée embroussaillée, il ferme les yeux car il ne veut pas voir cette horreur. Cependant, il les ouvre quand même et il voit un troupeau de monstres passer devant lui. Il nous dit les phrases suivantes. Je crois que leur couleur dominante était une espèce de vert-de-gris, bien qu'ils avaient le ventre blanc. Ils semblaient en général luisants et glissants, mais la crête de leur dos était écailleuse. Leur forme était vaguement l'anthropoïde, avec une tête de poisson aux yeux prodigieusement globuleux qui ne se fermaient jamais. De chaque côté du cou palpitaient des ouïes, et leurs longues pattes étaient palmées. Ils avançaient par bonds irréguliers, tantôt sur 2 pattes, tantôt sur 4. Je fus plutôt soulagé qu'il n'ait pas plus de 4 membres. Leur voix, qui coassait et aboyait, servait évidemment un langage articulé, avec toutes les sombres nuances de l'expression dont leur face était privée. Le lendemain, le narrateur se réveille dans sa tranchée. Il se dirige vers le village de Rowley. Il se rend ensuite grâce au train à Arkham. Il parle aux autorités de ce qu'il a vu. À Arkham, il fait des recherches de généalogie. Il apprend que sa grand-mère était une marche qui a été enlevée en France et dont on ne connaît pas les parents. Le narrateur retourne chez lui et passe une année à la faculté. Il va ensuite chez les Williamson, plus précisément chez son grand-père maternel qui cohabite avec son oncle Walter. Sa grand-mère est morte suite au suicide d'un de ses fils qui s'appelait Douglas. Le narrateur recueille des informations sur sa généalogie. Son oncle lui fait voir les bijoux de sa grand-mère qui ont été fabriqués avec un métal étranger et qui représentent des poissons-grenouilles. Le narrateur mène pendant quelques années une vie normale, puis il se met à vivre en réclusion. Il attrape une sorte de maladie. Il n'arrive plus à fermer les yeux. Il fait des cauchemars où il se voit monstre, ou alors il voit sa grand-mère qui l'attend au fond de la mer. Il n'a pas le courage de se tuer. Plus le temps passe, plus il a envie de nager dans la mer près d'Innsmouth, avec son cousin enfermé dans un hôpital psychiatrique qui est lui aussi atteint de la même maladie que lui. On peut voir des liens entre Dagon et le cauchemar d'Innsmouth, mais il y a également des dissemblances. Les créatures sur le monolithe paraissent géantes, presque aussi grandes qu'une baleine. La créature que le narrateur voit est également gigantesque. Or, le narrateur du cauchemar d'Innsmouth ne dit rien sur le côté gigantesque de ces créatures. Les créatures représentées sur le monolithe sont mi-homme, mi-poisson. Or, les créatures du cauchemar d'Innsmouth sont mi-grenouille, mi-poisson. On peut alors douter du fait que ce soient les mêmes créatures. Cependant, le titre de la nouvelle de 1919 est Dagon. La nouvelle religion qui prend racine à Innsmouth s'appelle l'ordre ésotérique de Dagon. Une explication serait que les êtres mi-hommes, mi-poissons représentent plutôt les habitants d'Innsmouth, qui ont du sang des créatures et qui se transforment petit à petit en créatures. Cependant, il reste tout de même la question de la taille, car le narrateur du cauchemar a l'air de rencontrer dans Innsmouth des êtres, certes ayant des tares physiques, mais qui sont à peu près de sa taille. Par exemple, les créatures qui ont voulu entrer dans la chambre d'hôtel du narrateur devaient avoir une taille à peu près humaine pour entrer dans l'hôtel et pour entrer dans une chambre.
Dans un second point, le capitaine a rapporté les rites des Kanaks, qui sont un peuple vivant sur diverses îles du Pacifique. Dans la nouvelle Dagon, le narrateur s'est perdu sur une île du Pacifique. Il se peut qu'il ait échoué par hasard sur une île sur laquelle les Kanaks ont voulu rendre un hommage à ces créatures. Une différence existe, car il y a la présence d'un monolithe dans Dagon qui n'est pas présent dans le récit du capitaine ou dans la ville d'Innsmouth dans le cauchemar. Il y a également quelques problèmes. Pourquoi les habitants d'Innsmouth poursuivent-ils le narrateur dans l'hôtel alors qu'en fin de compte, il est un des leurs? Pour ce qui est des scènes qui se passent dans les rues, il se peut que le narrateur imagine des choses. Par exemple, lorsqu'il pense que les créatures ne l'ont pas remarqué quand il s'est mis à marcher comme elles, il se peut que les créatures ne l'aient pas poursuivi car elles ont remarqué que le narrateur était comme elles. Ensuite, pourquoi les créatures ont-elles fait disparaître Zadok? Il n'a rien fait après tout à part raconter l'histoire des créatures d'Innsmouth à un de leurs descendants. Comment se fait-il que le capitaine n'ait pas remarqué que le narrateur est une future créature? Dans un autre point, on peut remarquer que les sacrifices n'ont plus de sens. Personne ne prend le bus pour aller à Innsmouth, à part quelques habitants d'Innsmouth. Il n'y a pas d'autre moyen de locomotion pour s'y rendre, donc logiquement, à Innsmouth, il ne doit plus y avoir que des gens d'Innsmouth. Or, les gens d'Innsmouth ne sont plus réellement des humains, mais des hybrides, mi-hommes, mi-créatures. N'ayant plus que ces hybrides sous la main, les sacrifiés doivent donc être les descendants de ces créatures. Donc les créatures doivent peut-être se nourrir de leurs descendants, ce qui peut sembler étrange. On peut également se demander pourquoi un des rares humains rencontrés dans l'épicerie n'a pas été encore victime de sacrifice. A-t-il fait les sacrements comme l'a fait Zadok? Pourtant Zadok a fait les sacrements et cela ne l'a pas empêché de disparaître. Le narrateur du cauchemar est incapable de voir la réalité en face. Tout d'abord, avant de prendre le bus pour Innsmouth, plusieurs personnes lui disent de se méfier de cette ville. L'employé de la gare lui donne plein d'explications. Des gens étranges au physique étrange font des choses étranges et d'étranges disparitions ont lieu. Cependant, le narrateur se rend dès le lendemain dans ce lieu dangereux et mal fréquenté, seul et sans moyen de s'échapper s'il lui arrivait quelque chose. Ensuite, deux personnes lui disent qu'il a les mêmes yeux que les marches, ce qui devrait le mettre sur la piste, mais cela n'est pas le cas. Et enfin, même en possédant plein d'éléments qui devraient normalement le conduire tout droit à la vérité, le narrateur ne veut pas la voir. Il continue sa vie comme si de rien n'était. Je n'avais pas traversé la rue quand j'entendis, venant du nord, une ronde qui descendait Washington Street en grondant. Comme ils atteignaient le vaste carrefour où j'avais aperçu la première fois le spectacle inquiétant de la mer sous la lune, je les vis distinctement à quelques maisons de distance, et je fus horrifié des difformités bestiales de leurs visages et de leur allure sous-humaine accroupis comme des chiens. Un homme marchait absolument comme un primate, ses longs bras touchant fréquemment le sol, tandis qu'un autre, en robe et tiare, avait l'air d'avancer à cloche-pied. C'étaient bien ceux que j'avais vus dans la cour du Gilman, et ceux qui par conséquent étaient sur mes traces. Lorsque certaines silhouettes se retournèrent pour regarder dans ma direction, je fus pétrifié de terreur, parvenant quand même à garder avec naturel le pas traînant que j'avais adopté. Aujourd'hui encore, j'ignore s'ils m'ont vu ou pas. Si oui, mon stratagème a dû les tromper, car ils traversèrent le carrefour baigné de lune sans changer de direction, toujours poissant et jacassant dans un détestable jargon guttural que je ne pouvais identifier. À nouveau dans l'ombre, je repris mon petit trot le long des maisons penchées, décrépites, qui regardaient fixement la nuit de leurs yeux vides. Ayant gagné le trottoir ouest, je bifurquai dans Bates Street, où je serrais de près les immeubles du côté sud. Je dépassai deux maisons qui paraissaient habitées, l'une faiblement éclairée à l'étage supérieur, mais je ne rencontrai pas d'obstacle. En arrivant dans Adam Street, je commençai à me sentir plus en sécurité, et ce fut un choc de voir un homme sortir en titubant d'une entrée obscure juste en face de moi. Heureusement, il s'avéra beaucoup trop saoul pour être une menace, et je parvins sain et sauf aux lugubres ruines des entrepôts de Bank Street.